Nous y voilà pour cet épisode très important de la martingale, parce que c'est un point central qu'on va traiter aujourd'hui avec Guillaume Simonin. Salut Guillaume. Salut Mathieu. Ça va ? Ouais, ravi d'être là. Et ben moi aussi, je suis ravi de te rencontrer enfin de visu, en chair et en os. Toi, tu es le fondateur de Wizify et tu as créé aussi les feuilles volantes. On va parler de tout ça. Mais aujourd'hui, on va surtout parler, je disais, d'un point central, parce que j'ai un rapport d'amour et de haine avec les conseillers en gestion de patrimoine. Et je dis bien d'amour et de haine parce qu'il y en a que j'adore. Les deux polarités sont là. Et il y en a que je déteste. Et voilà, comme dans tout métier en fait. Mais bon, il y en a qui sont un peu stigmatisés parce qu'en fait, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient un peu dodgy, comme on dit, un petit peu à la limite. Et puis du coup, tu stigmatises toute une profession, ce qui n'est pas toujours le cas. Cela dit... Voilà, moi, mes griefs, ou les premières fois où j'ai eu des rapports avec des conseillers en gestion de patrimoine, j'ai vite compris un truc qui m'allait pas du tout et qui va être central dans l'épisode du jour. C'est ce que j'appelle souvent ici le skin in the game, c'est-à-dire que les gens que j'avais en face n'étaient pas du tout alignés avec mes intérêts. Et pour moi, le business ne marche pas si on n'est pas aligné. Et donc, quand eux gagnaient des commissions sur ce que je faisais, alors selon les commissions et selon les modèles de commissions, parce qu'il y a des commissions qui sont sur la performance, ça c'est encore autre chose, mais quand ils gagnaient des commissions sur ce qu'ils me vendaient, peu importe la performance, à un moment je me dis, ils vont pas me vendre ce qui est intéressant pour moi, ils vont me vendre ce qui est intéressant pour eux, ce qui est humain et logique, mais ce qui ne me convient pas. Mais c'est un sujet intéressant parce que c'est la question que se posent de nombreux, probablement auditeurs et de personnes qui pourraient écouter ce podcast pour la première fois et qui vont entendre ce mot de conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'il y a beaucoup d'a priori, mais il y a aussi un système qui est là et qui existe. Et cela dit, en revanche, tu vois, moi, ça fait quand même 5 ans que j'ai créé La Martingale, j'ai tourné le premier épisode. Je commence à avoir un peu poncé l'IMO, les cryptos, la bourse, les pierres précieuses, les montres. Enfin, quand même, j'ai fait plusieurs épisodes sur tout ce que je viens d'évoquer. Et je vois la complexité de chacun de ces sujets. Et en fait, quand tu as des conseillers en gestion de patrimoine qui sont passionnés, qui sont très forts et qui sont honnêtes et transparents, tu vois, il y a des moments, moi, ceux avec qui j'ai pu travailler, où je travaille, ce sont des gens extraordinaires. Donc je vois aussi très très bien la valeur. Il faut juste réussir à comprendre les enjeux. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec toi, Guillaume. Ça te va comme programme ? Avec plaisir, je suis là pour ça. Alors, pourquoi toi, tu connais déjà, en quoi tu es légitime pour m'évoquer les conseillers en gestion de patrimoine ? On va dire aussi les CGP. C'est le CGP, effectivement. Si on utilise cet acronyme, ça fera référence aux conseillers en gestion de patrimoine. Mais moi, je suis un ancien conseiller en gestion de patrimoine. Donc, je connais le game de cette gestion de patrimoine en y étant de l'intérieur. J'ai créé un cabinet en 2017 que j'ai cédé en 2022, où j'avais une approche extrêmement éducative. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai cédé mon cabinet, parce que j'avais envie de faire de l'éducation financière beaucoup plus massive, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les feuilles volantes, notamment sur LinkedIn. Donc pourquoi je suis légitime pour en parler ? Il y en a plein d'autres qui pourraient être légitimes pour en parler, mais aujourd'hui j'ai été CGP, je ne le suis plus, et disons que j'ai une vue un petit peu d'auteur sur ce métier-là. D'accord. D'auteur et de hauteur d'ailleurs. D'auteur passé et en hauteur. Je dis auteur parce que tu écris aussi des choses à ce sujet, quoi. Ouais. C'est ce que je voulais dire. À qui tu conseilles déjà d'aller voir un CGP ? C'est pour qui un CGP ? Tous ceux qui en ont besoin. En réalité, le CGP, c'est qu'il y a CGP et CGP. CGP, conseiller en gestion de patrimoine, on va utiliser ce terme pour parler de beaucoup d'acteurs. En réalité, il y a des CGP qu'on peut retrouver en banque, dans sa banque traditionnelle, de détail, on va dire. Il y a des CGP qui vont être en banque privée, il y a des CGP indépendants, et ensuite il va y avoir une notion de statut, qu'on pourra parler de statut conseil indépendant ou conseil non indépendant. Okay. Ce même terme de CGP, il s'adresse à toutes les catégories que je viens de te nommer. Sauf que toutes les sont catégories bien différentes, et qui sont, à mon sens, bien différentes, et c'est justement ce qui est important de comprendre quand on veut se faire conseiller, c'est par qui on veut se faire conseiller, et quels peuvent être les biais dans chacun de ces sous-secteurs. Pas l'appeler sous-secteur, ça reste la même profession. Et c'est aussi pour moi un terme, tu mentionnais tout à l'heure que tu avais fait le tour de pas mal de sujets d'investissement, bourse, immobilier, crypto, et puis d'actifs beaucoup plus alternatifs. L'investissement, c'est une partie de ce que peut traiter un conseiller en gestion de patrimoine. Le conseil en investissement, ce n'est qu'une partie. Il y a aussi beaucoup de choses. La structuration, le montage juridique, la protection sociale, l'optimisation de la rémunération du dirigeant, des sujets juridiques, la transmission, la donation.
Enfin, tous ces sujets-là font partie en fait du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et en réalité, je pense qu'on ne peut pas être un expert partout. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce même mot, mais chacun va avoir un petit peu ses spécificités, son modèle, son approche, et donc une typologie de client avec lequel il va être le plus à l'aise. Et donc, il faut aussi en effet les comprendre parce que tu as des CGP, j'imagine, qui sont très généralistes et qui vont s'appuyer sur peut-être des experts autour d'eux. C'est un peu ce que mettent en avant souvent les banques privées. On va y avoir les ingénieurs patrimoniaux, il va y avoir des avocats, des fiscalistes. Exactement. Et puis après, tu as, j'imagine, des CGP qui sont très spécialisés sur un domaine ou un autre. Quoi. Absolument. Tu vas avoir des CGP qui sont spécialisés vraiment sur l'investissement, certains presque sur la bourse ou le private equity. Il y a quand même une logique de CGP d'être un peu le médecin généraliste des finances personnelles. Donc il y a quand même une logique d'être l'interlocuteur unique. Et après, tu as des CGP qui sont spécialisés par profession d'ailleurs, j'ai cru comprendre. Oui. Je veux dire, les bouchers à Paris, ils ont un cabinet de CGP. Oui, alors ça va être, on va dire, un choix stratégique des CGP de s'adresser à un type de profession qui vont avoir des problématiques particulières et donc de structurer toute une offre et tout un accompagnement autour de ces problématiques et de devenir un expert en fait de ces problématiques. C'est notamment le cas avec les professions libérales qui ont des sujets de réduction d'impôts, de préparation de retraite. Bon, il y a des solutions un petit peu plus spécifiques à ce genre d'individus. Est-ce qu'il y a un moment particulier pour aller chercher un CGP ? Je pense que c'est tout le temps. C'est à partir du moment où on se pose les questions. Tu sais, en France, il y a vraiment un sujet autour de la maîtrise de son avenir financier. Les questions que tout le monde se pose aujourd'hui, l'histoire de l'inflation, les retraites, tout ça, c'est des enjeux qui préoccupent toute la population. Et le niveau d'éducation financière en France, il est... J'utiliserai pas le mot catastrophique parce qu'on est dans la moyenne de l'OCDE, mais il pourrait être beaucoup plus élevé de ce qu'il est aujourd'hui. Si seulement tout le monde écoutait la martingale, quoi, tu vois. Exactement. Il y a ton média pour commencer, il y en a plein d'autres, mais la réalité, c'est vrai qu'en France, on est assis sur une montagne d'épargne. La France, c'est 6 000 milliards d'épargne. Juste pour se rendre compte, c'est 2 fois le PIB de la France ou 2 fois la dette de la France. C'est ce qui est assis en épargne financière. C'est 4 fois la valeur d'Apple. C'est 4 fois la valeur d'Apple. Plus de 50% de ces encours sont sur des placements sécurisés. Compte courant, livret bancaire, fonds en euros des assurances vie. Qui rapportent, à partir du moment où c'est sécurisé, ça a la vertu de la sécurité et de la garantie en capital, mais la contrepartie à ça, c'est un rendement faible. Et en général, un rendement qui a, particulièrement sur les années passées, des difficultés à passer l'inflation. Donc, un appauvrissement quasi certain en laissant cet argent là-dessus. Donc, tous ceux qui aujourd'hui se posent des questions sur leur avenir, soit ils peuvent se former seuls et passer à l'action. La réalité, c'est qu'en France, on a quand même été habitué à des placements sécuritaires, à pas prendre de risques en fait. Concrètement, il n'y a pas la culture du risque en France et qui dit investissement dit d'intégrer cette notion du risque dans nos réflexions. Et pour ça, souvent, on a besoin d'un acteur tiers. On a besoin de quelqu'un qui nous aiguille, qui nous conseille. Et aujourd'hui, il y a des CGP qui accompagnent des jeunes qui démarrent dans leur vie active, qui commencent à avoir une petite capacité d'épargne, peut-être un petit stock, des réflexions sur leur résidence principale. Il y a des CGP qui accompagnent cette population-là, comme il y a des CGP qui accompagnent des familles d'entrepreneurs fortunés. Et donc tout ça, en fait, on va avoir toute une gamme de CGP qui va adresser, on va dire, différentes problématiques en fonction des individus. Très intéressant. C'est vrai que, tu vois, moi je vois avec tout ce que j'ai tourné, déjà avant j'étais quand même un peu aventurier, cavalier. Mais aujourd'hui, je pars dans tous les sens. À la fois, c'est plutôt pas si mal parce que du coup, je répartis mes risques, je fais des projets un peu partout, et pro, et perso, etc. J'ai souvent pas assez de cash, c'est en train de changer un peu, je fais plus attention à ça. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que si je devrais, moi j'ai l'impression plutôt faire une consultation épisodique, tu vois, et pour avoir plutôt un point de vue stratégique et comme tu le dis, prendre de la hauteur parce que moi j'ai très peu de hauteur quoi. Je suis juste tu vois dès que j'ai un événement financier, que je fais un peu de cash, je vais investir dans 3 trucs différents et puis bon et au final comme c'est bien réparti ça fonctionne mais voilà. Et puis ça me passionne, c'est aussi une des questions que j'ai pour toi, c'est qu'il y a des gens qui détestent ça en fait, qui veulent juste... c'est surtout ça le sujet, c'est-à-dire que on peut faire appel. En fait, moi aujourd'hui, j'ai été CGP, je me fais accompagner par un CGP sur des problématiques sur lesquelles je ne me juge pas expert. La protection sociale du dirigeant, des montages juridiques avec ma boîte, etc. Je me fais accompagner de CGP qui peuvent avoir la globalité de ce que je suis, de mon patrimoine à la fois perso et pro. Moi, je vais leur dire, la partie investissement, je m'en occupe, je la connais, mais par contre, ils vont m'accompagner sur tout le reste. Donc, c'est aussi le rôle d'un CGP d'être garant un peu du cadre et d'être là où il y a besoin, en fait.
C'est vrai que la protection sociale du dirigeant, c'est un enfer. Enfin, c'est un truc. Ouais, Moi, c'est un enfer. j'y comprends rien, ça me saoule. Moi, je dis, enfin, tu vois, je fais pas mal confiance là, en l'occurrence. Ouais, mais il faut. Enfin, sur ces sujets-là, surtout voilà, on va dire qu'en France, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas extrêmement bien protégé. Donc à partir de là, se poser la question de la protection sociale, de l'avenir, de la préparation de la retraite, de la prévoyance, de qu'est-ce qu'on dit de nos enfants ou notre famille s'il se passe quelque chose. Voilà, c'est un peu des trucs à fond perdu, mais ça amène une espèce de sérénité et c'est aussi à ça que servent les finances, amener une forme de sérénité. Ouais, c'est sûr. Quand on avance dans la vie, encore plus. On va avoir 5 grandes questions aujourd'hui. 5 grandes parties de cet épisode qui est déjà bien entamé. On va essayer d'aller vite. Le statut de CGP, indépendant ou non indépendant. La question des frais, la pyramide du patrimoine, le couple rendement-risque et prime de risque. Et le rendement des actifs sur 30 ans, avant de conclure si ça te va. Avant tout ça, toi, tu as aussi conçu donc, les feuilles volantes. Qu'est-ce que c'est que les feuilles volantes ? Les feuilles volantes, ça se veut une illustration en format très simple, comme une feuille volante. Comme vraiment une feuille volante, une feuille papier qui vient décrypter un concept en économie, finance, investissement. J'ai commencé à publier ça il y a 2 ans sur LinkedIn, c'est ce qui m'a fait connaître. Et c'est une autre approche de la finance en l'occurrence, mais c'est même une autre approche de la connaissance où on utilise des méthodes de pédagogie visuelle pour transmettre de l'information et rendre accessible, tout simplement, c'est l'information financière et l'éducation financière. Ok, un peu le patrimoine et le CG et la finance pour les nuls, quoi. Ouais, alors je dirais que c'est pas pour les nuls, parce que au départ, les nuls, c'est pas une question que c'est péjoratif ou pas, c'est juste qu'il y a des sujets de base qui sont traités de manière visuelle, comme on peut traiter des sujets d'experts de manière visuelle. Et en l'occurrence, il y a plein de sujets aujourd'hui qu'on traite, qui sont vraiment des sujets d'expertise, mais on les traite non pas par du texte ou autre, on les traite de manière très visuelle. Ok. Écoute, on va faire en plus cet épisode de manière à ce que tous les CGP qui nous écoutent puissent envoyer à leurs clients, à leurs prospects surtout, cet épisode pour leur dire « Regardez pourquoi il faut me choisir » parce qu'on met tout sur la table. D'abord, on commence par le statut de CGP. C'est central. Dans mon introduction tout à l'heure, je disais qu'il fallait comprendre comment le CGP se rémunérait, s'il était aligné avec mes intérêts. Il y a 2 grands statuts. Alors après, tu nous as parlé aussi des banquiers privés, des choses comme ça, mais indépendants ou non indépendants. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que ça change ? Je peux t'expliquer. Première chose déjà à comprendre, il y a CGP et CGPI. CGP, conseiller en gestion de patrimoine, CGPI, conseiller en gestion de patrimoine indépendant. La grosse différence, c'est que le CGP, ça va plutôt être un CGP de banque, qui va être ce qu'on appelle en architecture fermée. Il va pouvoir proposer des solutions que de la banque, que de sa propre place en fait. Donc il va être limité comparé à un CGPI. Donc je suis CGP chez BNP, banque privée. BNP. Je ne vais pas te vendre des Alors SCPI banque privée, qui viennent... c'est là où il y a une subtilité parce que les banques privées vont être, elles, plutôt en architecture ouverte. Là, je parle plus d'un CGP, pas banque privée, traditionnel, d'un réseau salarié, etc. Donc, du Crédit Lyonnais ou de... Voilà. CGP particulier. Donc LCL, je suis CGP LCL, je ne vais pas te vendre une SCPI qui vient de chez Crédit Agricole. La plupart du temps, je vais ouvrir un contrat d'assurance vie, par exemple, si je suis au Crédit Agricole, de Crédit Agricole pour nommer que, mais c'est pareil. Amundi, et je vais proposer que des solutions de la société de gestion Amundi. Parce qu'elles sont liées, en fait. Voilà, parce qu'elles sont liées. Donc ça, CGP et CGPI, c'est en architecture ouverte. Je m'ouvre sur l'ensemble des solutions du marché et je peux aller piocher. Donc déjà, il y a une forme d'un peu plus d'indépendance, d'où le nom CGPI, indépendant. Est-ce que le CGP a des conditions préférentielles ou pas vraiment ? Pas nécessairement. Ok. Pas nécessairement. Là où ça peut être subtil et où on perd très vite les gens, c'est qu'on peut avoir des CGPI indépendants au conseil indépendant ou au conseil non indépendant. Ok, je l'ai, mais il faut que tu l'expliques. Ouais, je vais l'expliquer parce que c'est ça, c'est qu'on dit je vais être CGPI, je suis CGPI, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, mais la manière dont je fais mon conseil peut être de manière indépendante ou non indépendante. Ah ouais, c'est mal, je l'avais pas capté celle-là. Moi, je te capte maintenant. C'est la subtilité en plus, et elle est extrêmement importante parce que celle-là, c'est réglementaire, c'est une directive, ça s'appelle MIF 2, bon, on va pas rentrer dans le détail des acronymes, mais conseil indépendant ou conseil non indépendant, c'est 2 choses différentes parce que c'est 2 modèles économiques différents. Au conseil non indépendant, je vais me rémunérer essentiellement par des rétrocessions. Ça veut dire qu'en général, mon conseil est gratuit. Mathieu, je vais t'accompagner, je vais te faire un bilan patrimonial, je vais te faire des préconisations que tu vas valider. On va mettre en place des solutions, peut-être une assurance vie, une solution en immobilier. Les solutions que je vais te proposer,
tu vas investir dedans, va y avoir des frais de rétrocession prévus à l'intérieur de ces solutions, et c'est donc le partenaire vers qui j'ai poussé la solution qui va me rémunérer. Donc je vais prendre un pourcentage de ce que je te vends, en gros. Exactement, je vais prendre un pourcentage de ce que je te vends. Alors on va te dire non, c'est le partenaire qui me le donne, mais à la fin c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que le gâteau il fait pas 100, il fait 102, et moi je prends c'est des frais inhérents. Après il y a plein d'exemples, il y a plein de subtilités à l'intérieur. Il y en a qui reversent les rétrocessions aussi. Alors ça existe, il y en a qui reversent les rétrocessions, ils sont assez mal vus dans la profession d'ailleurs, mais aujourd'hui il faut considérer que 94% des CGP CIF, conseillers en investissement financier, qui est aussi un statut régi par l'AMF, 94% sont CGP au conseil non indépendant. Alors je viens de capter un grand truc dans cet épisode, parce que ça je l'avais pas, et je suis sûr que je me suis fait arnaquer dans des épisodes récents où j'ai dit t'es CGPI, et on m'a répondu oui. Donc CGPI, ça veut pas dire que tu n'es pas rémunéré sur des rétrocessions. Non, pas nécessairement. C'est conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Au conseil indépendant. Au conseil indépendant, la vache. Ou au conseil non indépendant. Ah la vache, donc il faut être au conseil indépendant. Donc ok. Donc non indépendant, rétrocession. Au conseil indépendant, 6% à peu près des CGP CIF, c'est-à-dire très peu, eux vont facturer, ils n'ont pas le droit de prendre de rétrocession. Si je comprends bien, je crois que dans ceux que j'ai reçus, j'identifie notamment Héloïse Boll, que j'ai reçu une ou deux fois, qui est comme ça. Ouais. Donc, eux, ils te facturent en revanche. Eux, ils vont facturer des honoraires. Des honoraires. Donc, ça, il faut accepter de balancer 1500 ou 2000 balles par an. C'est pour ça qu'ils sont aussi très peu, parce qu'aujourd'hui, en France, on est assez peu enclin à payer pour du conseil. Vu notre niveau d'éducation financière, etc., pour percer ce marché-là, vaut mieux avoir une approche, je fais un bilan patrimonial gratuit, je t'explique ce que tu as à comprendre et j'ai une rémunération comme ça, versus est-ce que je suis prêt aujourd'hui à payer 2000 € upfront pour qu'on m'accompagne et qu'on me fasse un bilan patrimonial. Sachant que du côté, là, quand vous mettez à l'intérieur du côté du CGP, quand tu es CGP, en fait, il y a quand même beaucoup de rétrocessions qui se cumulent au fil des ans. Oui. C'est-à-dire que tu vas rentrer ce que tu appelles des encours, tu vas signer avec tes clients des rentrées d'argent. Pour certains, c'est des rentrées mensuelles, donc tous les mois, ils vont mettre 200, 300, 2000, 3000, enfin peu importe. Et en plus, sur l'encours qu'eux ont, ils ont 10 000, 20 000, 200 000, 300 000 en capital. Toi, tu peux tous les ans prendre... chaque année, il y a une rétrocession sur les encours. Et donc... Ça veut dire que toi, qui n'étais pas au conseil indépendant, à la fin, tu vends quand même, quand tu as vendu ta boîte, tu as vendu un encours. Tu as vendu un truc qui avait déjà un business récurrent. C'est comme ça que se valorise un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. C'est avec ses encours, c'est du revenu passif, quasi passif. Il y a un travail de suivi, etc. Mais oui, c'est en général la retraite des CGP. Tu l'as vendu combien ton cabinet ? Moi, je l'ai vendu. Non, mais je l'ai pas vendu. Je l'ai cédé en fait à une personne qui m'avait formé et on a eu un deal de rente entre guillemets. Ok. C'était pas prévu comme question. Enfin, toutes les questions sont pas prévues en l'occurrence sur la martingale heureusement. Mais laisse-moi clarifier juste un point sur le conseil indépendant et non indépendant parce que la plupart des cabinets de CGPI au conseil indépendant, ces fameux 6% qui sont peu, vont effectivement facturer des honoraires pour te conseiller, mais ils vont aussi facturer des honoraires basés sur l'encours. La plupart du temps, la plupart des modèles, ils vont quand même te prendre peut-être 0,5% par an sur tes encours pour continuer à t'accompagner, à faire le suivi, à faire les arbitrages, etc. Okay. Donc, il y a quand même des modèles d'encours sur les cabinets de conseil en gestion de patrimoine au conseil indépendant. La subtilité, c'est que sur les honoraires, et c'est souvent un argument que vont mettre ceux au conseil non indépendant versus conseil indépendant, sur les honoraires, je vais payer la TVA. Donc si je te prends 0,5% hors taxe par an de tes encours, dessus, il faudra mettre la TVA. 0,6. Donc voilà, donc 0,6 versus une rétrocession où là, on me paye directement, il n'y a pas la TVA. Okay. C'est des petites subtilités, mais au conseil indépendant, c'est pas purement je te prends un truc upfront et après je te lâche et il y a plus d'encours. Il y a quand même des modèles d'encours sur le conseil indépendant. Ok, le tout c'est qu'au moins c'est assez clair, le 0,5%, c'est sur de l'encours et ça t'incite pas à faire n'importe quoi avec l'argent. C'est-à-dire que tu sais, c'est assez clair, tu sais sur quoi tu donnes et derrière tu as la performance de l'autre côté. En fait, si jamais il y en a un
je sais pas, je prends de la SCPI, mais ça peut être n'importe quel fonds qui te reverse 0,2, un autre qui te reverse 0,6 et un autre qui fait les grandes soldes de l'année et qui dit c'est 1,2, bah toi tu vas dire celui à 2,2 il est vachement bien quand même, et puis ils ont des bons trucs, enfin c'est quand même un peu... Mais tu mets le doigt sur le vrai sujet en fait, parce que pour moi le sujet c'est pas nécessairement est-ce qu'il est au conseil indépendant ou au conseil non indépendant, ça peut presque être des choix, ça peut même être des propositions qu'on fait à son investisseur, parce que ceux au conseil non indépendant peuvent être indépendants en claquant des doigts, le vrai sujet, c'est le sujet de l'éthique et de la transparence. C'est est-ce que le client qui vient en face de moi comprend tout ce que je vais lui expliquer là en 10 minutes? Est-ce qu'il veut aller là? Est-ce qu'il veut aller là? Et je peux tout à fait l'accompagner avec 100% de mon éthique dans ce modèle-là ou dans ce modèle-là. La vraie clé, c'est la transparence. Ouais, mais l'éthique et la transparence, en fait, ce qui est très difficile, je trouve, c'est que tu as d'excellents conseillers en gestion patrimoine qui sont de mauvais vendeurs et des gens qui n'ont pas forcément tu vois, ce rapport humain où ils te donnent de la confiance et et donc ils seraient probablement les meilleurs. En face, tu as des gros margoulins qui te regardent, qui disent écoute Guillaume, regarde-moi. Moi, je suis pas de ce genre de personne, tu vois. Je vais vraiment faire un truc droit dans les yeux. Je pense qu'à toi, à ta famille, à ton futur, etc. Là, tu le regardes, tu dis mais oui, c'est clair, j'ai confiance. Enfin, tu vois, et à la fin, c'est quelqu'un qui va juste... ça existe. Tu vois. Mais ça existe... Non, mais ça tu... Et après, il y a les incompétents aussi. Tu prêches un convaincu. Ça existe. C'est pour ça que, pour moi, ça doit partir de la base. Cet épisode, tu dis, il est important. Je pense qu'il est important pour que chacun qui doit se poser la question sur ses finances comprenne ça. Parce qu'à partir du moment où j'ai entendu 1 heure de cet épisode et que j'ai compris comment ça marchait, je vais pouvoir confronter le CGP qui est en face de moi. Je vais pouvoir lui demander où est-ce que tu te situes, comment est-ce que tu m'accompagnes. Donc il y a une nécessité quand même d'éducation financière de base pour comprendre, avant d'aller voir un CGP, pour comprendre comment fonctionne le système et que j'aille vers la personne qui est la plus à même de m'accompagner. Dernière question sur le conseiller CGPI comment on dit au conseil indépendant ou conseil non indépendant. Comment on vérifie est-ce qu'il a un tampon, un truc quelque part, un statut? Ouais, alors tu peux pas... Enfin, chaque CGPI aujourd'hui peut prodiguer du conseil indépendant ou non indépendant. En fait, ça se joue dans les documents réglementaires. Au tout début en fait, de l'entrée en relation, il doit dire s'il est au conseil indépendant ou au conseil non indépendant. Et c'est signé. Donc ça, c'est au tout démarrage de la relation. Et bon, alors là, je dis entre les lignes, mais toi, tu es un ancien CGPI. CGPI au conseil non indépendant. J'étais au conseil non indépendant. Et je sais pas, on a balayé un peu vite fait les banques, mais quoi, on n'aime pas les conseillers en gestion de patrimoine des banques ou... Non, c'est pas qu'on les aime. Enfin, j'extrais un peu la banque privée. La banque privée, pour moi, ils ont beaucoup plus une approche de CGPI ou avec une architecture ouverte, etc. Après, les CGP de banque, ça peut avoir à faire, mais si je vais voir mon CGP de banque, pour dire, tout à l'heure on a nommé Crédit Agricole, on va dire BNP, comme ça il n'y a pas de jaloux, est-ce que je suis sûr qu'il va pouvoir me proposer d'autres solutions en dehors de ce que propose la BNP? Pas sûr. Et la réalité, c'est que... Je vais voir Société Générale, je lui demande du Amundi, je sais pas ça risque de coincer. Ça risque de coincer. Donc c'est pour ça d'ailleurs que... Les conseillers bancaires aujourd'hui ne sont pas nécessairement conseillers en gestion de patrimoine. Il y a souvent un conseiller en gestion de patrimoine qui va dans plusieurs agences pour gérer ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un marché en croissance des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Il y en a de plus en plus chaque année parce qu'il y a un besoin. Voilà, s'occuper de l'épargne financière des Français et des grands enjeux de notre siècle. Et en face de ça, on arrive à atteindre et à percer ce marché de l'épargne en France juste par une force d'acteurs de terrain qui vont aller voir les gens, leur expliquer tout ça. Ok, écoute, c'est très clair. Et ouais, moi je peux... En fait, c'est pareil dans les banques privées que je fréquente. En l'occurrence, j'ai vu du bon, du moins bon, quoi. Mais en effet, pourtant, tu me dis que c'est plus indépendant, mais il y en a qui ne voulaient pas me faire bosser avec... tu vois, par exemple, me prêter de l'argent pour investir dans des SCPI qui n'étaient pas de chez eux. Ouais. Et ça m'a saulé, parce que je leur dis, en fait, vous cherchez pas ma perf, vous cherchez vos revenus, quoi. Ouais. Mais c'est pas le cas de tous. On va venir sur la question des frais. Ouais. Combien ça coûte un CGP et est-ce que je peux le rémunérer moi, j'aime bien dans ce que j'essaye de faire dans tous les projets financiers que je fais, c'est une rémunération au caride. Je l'expliquerai après, je sais pas si tu vois le caride interest. Caride interest, ouais. Sur perf. Ouais, sur la performance. Est-ce que je peux travailler au max là-dessus? Tu peux.
je pense que tu peux proposer ça à un CGP, il sera ravi quand il aura sécurisé sa rémunération de base, il sera ravi de pouvoir t'accompagner avec du carry ou de la surperformance. Sachant que je voudrais dire un truc ici qui est très important, c'est que dans votre relation avec les CGP, tu vas me le confirmer, je pense, mais c'est une relation de long terme. Et il faut essayer En fait, un CGP, c'est pas qu'il a le droit de se planter, c'est qu'il va se planter, en fait. Quoi qu'il arrive. Ou alors, il vous met des trucs ultra sécurisés, puis il va pas se planter, et puis vous serez pas très content parce qu'il va vous coûter cher pour 0 rendement. Mais si on veut aller sur quelque chose qui est bien fait, on voit que les stratégies, de toute façon, financières, patrimoniales, elles se font sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Elles se font pas sur 2 ans, quoi. Ça, c'est des gens qui te font du poker, quoi. Ouais, bien sûr. Après, ça va dépendre de l'approche des CGP, mais là, on va peut-être un poil trop loin dans le sens de l'épisode, mais tu peux avoir des CGP qui ont une philosophie d'investissement passive. Je pense que tu as eu de nombreux sujets ou d'intervenants sur le sujet de la gestion active, la gestion passive, mais aujourd'hui, tu peux avoir des CGP qui ont une approche très passive de l'investissement, donc pas sûr qu'ils peuvent se planter, étant donné qu'ils vont suivre tout simplement la performance du marché. Donc, ce qui est sûr, c'est que, après ça c'est plus une philosophie d'investissement et chaque CGP va prêcher pour ses convictions et présenter les choses. C'est sûr qu'une stratégie d'investissement pour toi ou pour moi, elle est probablement différente. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux, peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, mais aussi peut-être parce qu'on n'a pas le même profil de risque. Et un CGP sait jouer avec ces subtilités-là, parce qu'en réalité, c'est pas ce client-là ou cet investisseur-là, je vais le mettre dans telle case ou dans telle case. Et surtout, au fur et à mesure du temps, tu dis que ça s'inscrit dans le long terme. Ça s'inscrit clairement dans le long terme parce que demain, je peux avoir des enfants, demain, je peux avoir un accident de la vie, demain, je peux avoir ma vie qui change, d'autres projets. Donc nécessairement, si mes objectifs ou ma situation présente changent, peut-être que ma stratégie doit évoluer. Très intéressant. Combien ça coûte un CGP ? Est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs d'un CGP à l'autre, de Paris ou des grandes villes et des régions Oui, il y a des CGP. Alors, ça va être pareil, les modèles économiques, conseil non indépendant ou conseil indépendant. Au conseil non indépendant, en général, la plupart du temps, ça coûte rien. Entre guillemets. Ça coûte rien. There's no free lunch. Moi, je reviens des États-Unis. Je suis arrivé cette nuit, je vais te dire. On vient de l'expliquer avant, donc je me permets de le dire. Il n'y a pas de repas gratuit. Alors là, on te le rappelle souvent là-bas. Ça te coûte rien. Quand ça te coûte rien, c'est que c'est toi le produit. Mais... Voilà, donc en fait, ça coûte rien dans le sens, j'ai pas d'upfront, j'ai pas de cash à sortir. On va me faire un bilan patrimonial, on va m'accompagner, etc. Je vais être au conseil non indépendant et je vais être transparent sur le fait que je me rémunère sur les solutions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la réglementation fait que chaque CGP communique de manière complètement transparente sur chaque solution combien il gagne. C'est réglementaire. Oui, c'est réglementaire, mais de temps en temps, c'est transparent, mais bien mis au milieu de plein de trucs. C'est l'information financière du gros sandwich, tu vois. Ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que l'information est transparente, mais elle est souvent opaque. Parce que pour le particulier, c'est difficile de s'y retrouver. Moi, ce que j'aimerais, dans tous les documents. Tu vois, ce que j'aimerais, c'est voir dès le début, regarde ce que tu vas recevoir chaque année, combien tu as d'encours ou de patrimoine ou de machin investi chez moi, quelle est la performance qu'on a fait en moyenne sur tout ça, combien j'ai gagné dessus, quelle est la performance nette de mes gains, combien, tu vois, voir que... Parce que de temps en temps, en fait, tu vois pas... ce que tu vois pas, c'est que tu as l'impression d'avoir fait un 1%, 1,5%, tu te dis c'est pas si mal, ou 2%, et puis derrière le CGP il t'a pris 4, tu vois, et tu te dis ok, j'ai vu. Et ça, c'est un vrai sujet d'ignorance financière en fait. C'est aujourd'hui, je peux être content en disant à mes amis, le CGP il m'accompagne, et on a fait plus 6%, il a investi que sur des fonds actions, etc. On a fait plus 6%. Ouais, mais le marché cette année a fait plus 10%. Donc, mais si je ne sais pas que le marché a fait plus 10, si j'ai pas conscience en fait du système, de comment ça fonctionne, j'ai littéralement pris le même risque pour gagner moins. Donc en réalité, 6%, c'est mieux que le livret A, donc ça m'a mis en mouvement, c'est très bien. Donc ça, on va dire que c'est le bon point, mais le côté négatif, c'est que j'ai quand même perdu 4% de rendement, et sur le long terme, avec la mécanique des intérêts composés, si ça se passe chaque année, c'est compliqué. Et puis les années où ça se passera mal, en fait, quand ça fera plus 2, toi tu feras moins 2, et puis les... Exactement. Ok. Exactement. Donc la vraie logique, il y a un truc à comprendre sur les frais non indépendants, c'est rétrocession, ça je pense que tous les auditeurs l'ont compris. On connaît des moyennes de rétrocession ? Ouais, on connaît des moyennes. Je vais prendre par exemple l'exemple de l'enveloppe de l'assurance vie. Il y a 1800 milliards en France, donc c'est considérable. 1800 milliards, tu as parlé de 6000 milliards, donc c'est quasiment un tiers de... C'est quasiment un tiers et en assurance vie. Et dont la moitié de ces encours sont sur des fonds en euros. Ok. Aujourd'hui, comment c'est structuré un contrat d'assurance vie ? Il y a des frais qu'on va appeler ponctuels et il y a des frais récurrents chaque année. Les frais ponctuels, c'est éventuellement des frais d'entrée, même si c'est de plus en plus rare, mais certains CGP pratiquent des frais d'entrée.
Donc ça, on doit dire non. Si tu dis que c'est plus rare. Si c'est dans le modèle du CGP, ok, mais c'est une vraie réflexion. Aujourd'hui, on peut aller sur des contrats en ligne, il n'y a pas de frais d'entrée, il y a des CGP qui pratiquent pas de frais d'entrée, voilà. Donc, ou alors le CGP arrive à le justifier, mais pour moi, aujourd'hui, là, on va dire... C'est non. On va quand même vers un monde où il n'y a pas de frais d'entrée. Ça, c'est des frais ponctuels. C'est si je verse 100, 10 000, 100 000, c'est un frais qui s'applique juste en entrée. Il y a aussi des frais éventuellement d'arbitrage. Si à l'intérieur du contrat, pendant la durée de vie, on change des choses, peut avoir, je fais un arbitrage, je passe de tel fonds, telle action, à tel support, etc. Là, peut y avoir des frais. Et le vrai sujet, c'est le sujet des frais récurrents. Sur un contrat d'assurance vie, il y a ce qu'on connaît tous quand on ouvre un contrat d'assurance vie, c'est les frais de gestion. Oui. Pris sur le contrat de l'assureur qui peuvent être entre 0,5 points sur des contrats en ligne que je gère tout seul et qui peuvent monter jusqu'à 2% pour des contrats qui vont être en gestion pilotée. Donc ça, c'est prélevé par l'assureur. Une partie de ce montant-là est rétrocédée au CGP. Ça dépend des politiques assureurs. Je pense à peu près un tiers pour l'assureur, 2 tiers pour le CGP. Mais je ne m'engage pas trop là-dedans, mais c'est à peu près ces formats-là, moi en tout cas, sur le format sur lequel j'étais. Mais ensuite, et là où c'est un peu pernicieux, c'est que dans les supports dans lesquels je vais choisir d'investir, sur ce qu'on va appeler des fonds traditionnels ou des OPCVM classiques, je vais avoir ce qu'on appelle des frais courants. Le frais courant, il va être déduit de la performance du fonds. Alors je m'explique pour perdre personne. Si aujourd'hui il y a un fonds qui fait en performance brute, un fonds action qui fait en performance brute 10%, la performance qui va être affichée sur mon contrat va être de 8% parce qu'il a pris 2% de frais courants. Ces 2% de frais courants, une large partie de ces frais courants sont rétrocédés aussi à l'intermédiaire, au CGP. Donc il y a 2 couches de frais qui se superposent là. Sur un contrat d'assurance vie, en l'occurrence, il y a 2 couches de frais qui se superposent, particulièrement sur les OPC et ces fonds actifs. Donc tu vas avoir 2% plus... ouais, et surtout ceux-là, on les voit pas. Même à la fin dans ton compte rendu là ? Non, on les voit pas parce que la performance affichée du fonds, elle est déduite, elle est nette de frais. Donc ça nécessite de faire l'effort intellectuel de se dire, ok, j'ai un fonds qui investit par exemple sur le marché action française, donc il faut que je compare sa performance au CAC 40, par exemple. Et si le CAC 40 a fait 10 et que moi j'ai fait 8, en fait il a fait la même performance que le CAC 40, mais il a pris 2% de frais. Est-ce qu'on peut demander à son CGP en début, tu vois, dans un contrat, je veux savoir exactement combien tu as gagné grâce à moi. Oui, alors quand je te disais que c'est transparent, c'est que chaque année, le CGP, il a obligation de... Oui, mais tu disais que ça, ces 2%, il n'était pas obligé de les mettre. Non, mais lui, il est obligé de dire... En fait, lui, chaque année, il a une information à faire à ses clients pour dire, voilà combien j'ai perçu sur votre contrat d'assurance vie. Après, je suis plus sûr qu'il y ait entre ce qui est de l'assureur ou ce qui est des OPC, mais en tout cas, il y a un montant, il y a un montant total. Donc, on est assez vite aux alentours de... sur un encours comme ça... en fait, il y a une étude... 1,5-2%. En fait, je peux te donner, si on doit donner un chiffre, je peux te donner une étude et une simulation qu'avait fait l'AMF sur les contrats d'assurance vie où, à un horizon 15-20 ans, les frais peuvent représenter plus de 50% de la performance globale d'un contrat d'assurance vie. Donc, c'est considérable. Donc, c'est pour ça qu'il y a une nécessité quand même de comprendre ça pour l'investisseur particulier et d'aller se diriger vers les CGP qui, tout simplement, puissent t'accompagner avec cette conscience-là et qui puissent t'accompagner à développer ton patrimoine sur le long terme en ayant un juste équilibre entre les frais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de CGP qui conseillent sur des ETF ou qui conseillent sur des choses où il n'y a pas de rétrocession ou sur des fonds qu'on appelle clean share. Ça va être des fonds, mais il n'y a pas de partie de rétrocession. Donc, il y a beaucoup moins de frais. Ouais. Alors ça, on va demander du clean share, de l'ETF, en effet. Ça, je comprends parce que... Tu vois, le 50%, pour moi, sur 15 ans, il fait vraiment beaucoup trop mal, quoi. C'est pas possible. Il fait mal. Après, il faut le mettre en perspective. Parce que, pour moi, c'est vrai que c'est difficile de dire que c'est... Il n'y a pas de perspective sur 50%. En fait, je veux dire, sur 20%, je veux bien. Quand tu fais de la performance, que tu reverses 20%, je veux bien. Je veux dire, pardon, mais 50%, il y a pas c'est considérable. Non, mais c'est considérable. Et c'est pour ça que c'est nommé et que c'est enfin, pour ceux qui s'y intéressent, c'est transparent. Et qu'il y a une nécessité des individus, parce que pour moi, le système, il est depuis des années comme ça, en fait. On est en France sur un système financier qui est très, très intermédiaire. Il y a beaucoup d'initiatives pour que le système soit pas moins intermédiaire, mais en tout cas avec des modèles économiques beaucoup plus alignés, qui alignent les intérêts.
Bon, c'est le cas des ETF, c'est le cas de plein de choses ou de fintech qui lancent des choses même pour les CGP aujourd'hui. Mais il y a le vrai sujet de se dire, c'est comment on adresse en fait le conseil en gestion de patrimoine ou le conseil en investissement en France. Aujourd'hui, si tout le monde était prêt à payer, comme en Angleterre, était prêt à payer son conseiller en investissement financier pour qu'il l'accompagne de manière indépendante et tout, je suis convaincu qu'il y aurait beaucoup de CGP qui partiraient de ce modèle de non indépendant vers le modèle indépendant, qui aligne les intérêts. Il y en a beaucoup qui vibrent, et particulièrement de jeunes CGP aujourd'hui. Il y a toute une nouvelle génération qui pousse en fait vers l'indépendance, l'éthique, et qui pourrait presque même être un peu mal à l'aise avec ce... Moi, ça a été mon cas en fait. Je peux parler de mon cas. Moi, au fur et à mesure du temps, j'ai senti que j'étais mal à l'aise. J'exerçais avec éthique, mais en soi, il y avait une espèce de petit biais. Je considérais que je faisais la majorité du travail et que j'ai mis en mouvement l'épargne des clients qui, pour le coup, restaient à zéro. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne faisaient rien, donc on les avait déjà mis en mouvement, première chose. Mais en réalité, je souhaitais en fait aller vers un modèle un peu plus indépendant avant que je décide de partir. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette transition. Sachant que c'est plein de... Voilà, il y a plein de choses qu'on peut se dire, tu vois. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. Par exemple, on a évoqué les arbitrages. Donc, à un moment, ton CGP, quel incentive il a, lui, à aller changer dans tes contrats et se dire au bout de 2, 3, 4, 5 ans, bon, on a mis ça en place il y a 4-5 ans, je pense que c'est plus la bonne strat. C'est normal, hein, les strats, elles évoluent en fonction des marchés, tout ça. Et donc, s'il n'est pas payé pour changer la strat, tu vois, on parle des frais d'arbitrage, tu peux dire, honnêtement, ça ne se justifie pas, mais à la fois, il faut quand même voir son intérêt à lui. Je prends un autre exemple qu'on avait, qui est sur les encours qui grossissent. Lui, sur les 50% de performance, sur les 50% qui vont ponctionner sur la performance en moyenne sur 15 ans, à un moment, tu peux te dire, mais attends... je prends le cas de ma femme. Ma femme, elle s'en balèque, mais de tout ça. Elle a tout sur des comptes courants, des machins, des trucs. Finalement, à un moment, elle aurait un CGP qui viendrait l'aider et qui lui ferait faire 50%, enfin une belle perf et qui lui prendrait 50%. Tu peux dire, bon, bah, attends, elle aurait rien fait de toute façon, donc c'est toujours mieux que rien. Mais voilà, moi je dis juste que c'est trop. mais des fois, ça peut être aussi, tu vois, ou ces dernières années, ça peut être aussi le chemin pour se mettre en mouvement. Parce que pour moi, on n'est pas sur quelque chose qui est figé là. On est sur quelque chose qui est en train de se transformer. Après, comme toute transition, ça se fait pas de 0 à 1 en l'espace d'un instant. Sachant qu'il faut aussi voir qu'on vient d'un monde dans lequel l'intermédiation était nécessaire parce qu'en fait, tu avais plein de grosses boîtes qui faisaient des perfs, etc. Mais il n'y avait que les banques, tout était moins digitalisé, tu ne pouvais pas accéder, tu devais faire des formulaires, papier, des choses comme ça, c'était super relou. Alors que là, maintenant, tu as l'information, les feuilles volantes, la martingale, plein de choses comme ça, donc qui est beaucoup plus accessible et puis tu peux investir directement avec des gens qui ont moins de frais. On va continuer, sinon on ne va pas s'arrêter. Est-ce qu'on a couvert la notion des frais? Est-ce qu'il y a d'autres choses à comprendre? Non, je pense que c'était l'essentiel à comprendre. Sur juste un CGP à gestion indépendante, ça coûte combien? Ça va être variable. Je pense qu'un audit moyen, ça doit être juste pour la partie audit, te faire un conseil. S'il n'y a pas de sujets vraiment spécifiques, patrimoniaux, de juridique, etc., je pense qu'on doit être aux alentours de 2000 €. Ok. Donc ça, c'est initial. Et après, par an, la moyenne que j'ai en tête sur les cabinets au conseil indépendant, faut pas que je m'y perde, c'est en général autour de 0,5% des encours. Ok. Gérés. Donc tu as 100 000 €, c'est 500 € par an à peu près. C'est ça. Ok, 500 € par an, il fait pas grand-chose, hein, parce que faut vous dire quand même que quelqu'un comme ça, il mérite bien au moins 500 € la journée, entre 500 et 1000 la journée. Hein, après en général, ils ont des portefeuilles modèles, c'est un encours, enfin il y a une économie d'échelle quand même pour eux, en termes de suivi. La pyramide du patrimoine, raconte-moi un peu, qu'est-ce que c'est, comment on se la représente, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le concept? Ça, c'est important. Ça, c'est effectivement important pour tout à chacun qui se pose la question de ses finances et comment je peux développer mon patrimoine. La pyramide du patrimoine, c'est assez connu dans le monde de la gestion de patrimoine, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est assez simple. Donc, c'est une pyramide avec une base. La base, c'est vraiment le sujet de la résidence principale. Quand je vais aller voir un CGP, en fait, et moi c'était mon cas, quand j'avais beaucoup d'investisseurs parisiens jeunes qui démarraient dans la vie active quand j'étais CGP, il y avait un sujet à tacler qui leur empêchait en fait d'investir, qui leur empêchait de prendre la décision d'investir, c'était le sujet de la résidence principale.
quand je suis à Paris, que je dois faire un apport pour acheter mon premier appartement, c'est en général des apports qui peuvent être conséquents. On est vite sur un appartement à 500 000 euros ou 600 000 euros. Si t'as pas 50 ou 100 000 balles. Si t'as pas entre 50 et 100 000 balles pour avoir ton crédit et avoir ton chez toi, bah, t'es bloqué. Quand tu démarres dans la vie active, bah, si t'as pas eu de donation ou autre, bon, bah, il faut se le constituer, ce premier capital. Il existe des solutions désormais qui t'accompagnent pour les financer avec toi. Je sais pas si tu les connais, mais alors j'en ai reçu sur la martingale. Je retrouverai les noms, mais qui vont potentiellement, par exemple, apporter les 10% qu'il te faut en échange de 15% du bien. Et tu le rembourses au bout de quelques années, tu vois. Intéressant. Okay. Et donc, en fait, si tu n'as pas les apports, tu peux trouver des moyens de financer ton acquisition. Ok, intéressant. Ouais. Intéressant, parce que pour le coup, c'est un vrai sujet pour la majorité des jeunes qui se lancent ou autres. Et moi, j'avais intégré un peu le secteur du digital où je travaillais avec des investisseurs qui étaient chez Google, Facebook, Pinterest. Et en fait, ils avaient de bons moyens, mais il y avait vraiment cette question de la résidence principale. Et si je ne sais pas si je veux acheter ou louer ma résidence principale dans les prochaines années, je ne sais pas s'il faut que je garde un apport ou pas à court terme, et donc je ne sais pas si j'ai de l'argent disponible pour investir. Donc ça, c'est la base, la résidence principale, se poser la question d'acheter ou louer. Ensuite, premier étage, très simple, l'épargne de précaution. Se constituer un matelas d'épargne de précaution. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais peut-être pas assez de cash ou que tu réfléchissais à ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avant d'envisager d'investir et donc d'avoir un capital qui est potentiellement bloqué ou qui va fluctuer dans le temps et à prendre du risque sur le long terme, il faut sécuriser un matelas de sécurité. C'est la base. Et là, il n'y a pas de règle définie, même s'il y a des bonnes pratiques. 3 à 6 mois de salaire, 6 à 12 mois de charge, ou alors tout simplement un forfait avec lequel je suis à l'aise. Un livret à plein, un livret à un LDD ou plus, voilà, c'est chacun sait dire ça. Et ça, pour le coup, bah là, c'est normal que ce soit sur des placements sécurisés, du type livret A, LDD, etc. Ensuite, on va pouvoir commencer à monter dans la pyramide. Une fois qu'on a sécurisé tout ça, mes étages sont bien solides, je vais pouvoir construire un autre étage qui va être l'étage de l'investissement. Ça, pardon, mais les 2 premières parties, si t'es pas encore là, t'as pas forcément besoin de CGP si t'as compris un peu les concepts. Je veux dire, jusque-là, il n'y a pas besoin de CGP. Tu poses de l'argent de côté, tu mets de l'argent de côté pour ta résidence principale, ce qui est débattable d'ailleurs, on a déjà débattu ici, est-ce qu'il faut absolument être propriétaire ou pas voilà, a priori, il faut être absolument propriétaire, pas forcément de sa résidence principale, mais ça, c'est des débats qu'on peut avoir ailleurs. Après, tu as 3, allez, on va dire 4, 5, 6 mois idéalement, selon ton statut, mais si t'es fonctionnaire, 3 mois, ça suffit, mais si t'es... Et encore, même pour pouvoir changer de vie à un moment où t'en as besoin, avoir 6 mois de salaire de côté, boum. Une fois que tu as ça, on passe à la suite qui est plus compliquée. On passe à la suite où là, c'est l'étage de l'investissement. Mais un CGP peut t'aider à expliquer tout ça. Un CGP, il va pas nécessairement te dire, en lien avec ta situation, il faut absolument que tu investisses. Il va te dire, faut d'abord que tu mettes sur ton épargne de précaution et on se revoit dans un an. Tant que tu auras atteint ton objectif. Il peut aider en fait à tout ça. Un CGP va quand même être un peu plus dans une logique long terme et pas sur une logique court-termiste. Mais après, effectivement, on attaque la logique de l'étage de l'investissement. Où là, 2 jambes, même si on a une troisième maintenant, bourse, immobilier. Et maintenant, on intègre de plus en plus le private equity qui était plutôt qualifié d'investissement exotique à l'époque, maintenant qui est quand même de plus en plus accessible, où il y a des track records qui sont là, qui sont présents. Donc, on va le réexpliquer après vite fait. En gros, bourse, immobilier, private equity, investissement non coté. Ça, c'est l'étage de l'investissement. Et ensuite, le chapeau, c'est les investissements exotiques alternatifs. On peut y mettre dedans les cryptos, les montres, les champs, la forêt, enfin peu importe, l'art, tout ce que tu as nommé, l'art, les voitures, etc. Où là, c'est des investissements passion. Voilà, investissement passion, où il peut y avoir des fortes rentabilités, mais aussi beaucoup de volatilité et un peu plus de risques. On peut mettre le crowdfunding immobilier, je le dans mettrai ici. Ok, avec certaines choses qui sont plus safe que d'autres. Ok, très bien. Donc le concept, il est assez simple. Il faut commencer par le bas, se poser les bonnes questions, monter progressivement. Si j'ai pas encore investi en bourse ou en immobilier ou dans le private equity, est-ce que vraiment je dois mettre tout mon patrimoine en crypto ? Est-ce que je dois mettre... Il y a certains jeunes qui le font, mais c'est des vraies réflexions. Après, ça peut être aussi des convictions, et c'est pour ça qu'il faut... Chacun sait ce qu'il a à faire, et chacun agit en âme et conscience de ce qu'il est, de là où il veut aller. Mais on va dire que c'est la logique d'un développement patrimonial assez traditionnel. Après, moi, ce que je pense aussi, c'est que pour ceux qui sont un peu titillés par des choses... faut y aller, c'est-à-dire faut pas y aller all-in, mais en revanche t'aimes un peu la crypto, tu veux comprendre, tu vois, on parlait de private equity. Alors le private equity, c'est pas à partir de 30 balles par mois, c'est quand même un peu plus, mais je veux dire, même si tu as des plateformes qui essaient de le rendre accessible, c'est vraiment essayer
dès que vous pouvez, 40, 50, 200 euros, tester des choses, comprendre, parce que là, on regarde de près sur des applications, donc ça, je pense que c'est intéressant. Ouais. Ok, pyramide du patrimoine, on est bon, on a compris. Bon. Je te l'ai fait courte. Le couple rendement-risque et prime de risque. Alors là, on vient aussi dans aussi la prime de risque et le CARID dont je parlais tout à l'heure éventuellement pour le CGP. Est-ce que tu peux m'expliquer les cours? Ça c'est intéressant à comprendre quand on veut comprendre comment un CGP peut nous accompagner et comment d'un seul coup en fait estimer que ce qu'il nous propose est intéressant ou pas. Faut comprendre le concept de taux sans risque. Aujourd'hui, il y a un taux sans risque. C'est je peux placer cet argent sans prendre aucun risque. On pourrait dire c'est le livret A, etc. Mais il y a un taux qui s'appelle le taux Ester, qui est calculé par la Banque de France. Alors Ester, je vais le faire avec mon accent très français, mais Euro Short Term Rate, c'est calculé par la Banque de France, par la Banque Centrale Européenne tous les jours. Et c'est le taux moyen auquel les banques s'échangent des liquidités entre elles. Aujourd'hui, j'ai regardé ce matin pour préparer l'épisode, il est à 3,16%. Ça veut dire que je peux aller sur le marché monétaire, placer mon argent à 3,16% sans ne prendre aucun risque. Okay. C'est ce qu'on appelle le taux sans risque. La prime de risque, c'est justement la différence entre le rendement qu'on va me proposer. Si je prends l'exemple, par exemple, des SCPI, aujourd'hui, on peut être à 4 ou 4,5% de rendement moyen. Mais si je fais la différence entre 4,5%, enfin, je vais prendre 4% pour faire simple, 4% et les 3,16%, c'est la prime de risque que je vais prendre. C'est le surplus de rendement que j'ai et c'est ça que je dois venir vraiment qualifier. Est-ce que cette prime de risque, là, elle est suffisante par rapport au risque que je prends, par rapport au risque de liquidité, par rapport au risque sur les revenus, par rapport à tous les risques qui peuvent exister dans l'investissement. Ester, donc taux sans risque, 3,164%. Là, tu vois, t'as raison, sur ces Boursorama. Quand Lydia, par exemple, me propose 2% sur mes comptes courants, en fait, tant que Ester est à 3%, limite, eux, s'ils le placent sur des choses, je ne sais même pas s'ils ont le droit, le compte courant, mais du taux sans risque, ils gagnent toujours ils gagnent de l'argent. Quoi, la plupart des banques aujourd'hui, enfin la plupart, toutes les banques aujourd'hui, les liquidités, elles sont placées au taux de la Banque Centrale Européenne. Donc, si elles ne vous distribuent pas le taux de la Banque Centrale Européenne, c'est de la marge pure pour elles. Pas mal. Donc quand sur un compte courant on est à 0% et qu'il y a un taux de la BCE qui doit être à 3,5 ou je dirais peut-être une connerie 3,25, je sais qu'il a été baissé récemment, mais en fait concrètement c'est une marge pour la banque. Ok, pas con. Donc on peut trouver en ce moment, j'ai cité Lusumeria, mais il y en a plein d'autres qui te reversent. Donc déjà ils reversent, c'est déjà bien, il y a une intention de reverser, mais il faut savoir qu'aujourd'hui si on laisse son argent sur ses comptes bancaires, notamment dans une banque traditionnelle, la banque est très contente. Ouais, et puis toi tu perds de l'argent parce qu'il y a de l'inflation en face. Et toi tu perds de l'argent et tu t'approvis parce qu'il y a de l'inflation. T'as pas l'impression que t'en perds parce que t'as 100 euros, ça France toujours 100 euros à la fin de l'année, mais en revanche tous les produits ont pris 2% ou 3%. C'est ça. Ok. Donc le point important avec ce taux sans risque, prime de risque, c'est de comprendre que le risque est rémunéré. En fait, c'est tout bête, mais c'est aujourd'hui en France on a du mal à intégrer. Et là je parle à tous ceux qui peuvent être un peu moins initiés au monde de l'investissement, mais un risque est rémunéré. Et pour un risque prix constant, on va dire, à ISO risque, je veux aller chercher la meilleure prime de risque. C'est ça. Et alors voilà, je te le dis, je revenais des États-Unis, there is no free lunch, donc il n'y a pas de repas gratuit. L'expression est vraiment, clairement, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que dès que tu veux gagner, ce qu'ils appellent un repas, quand tu veux gagner de l'argent, tu veux... là, tout à l'heure, je prenais l'exemple du fonctionnaire. Le fonctionnaire, il a très peu de risques. Son emploi est très sécurisé. Les banques aiment bien les fonctionnaires parce que c'est des revenus garantis, des choses comme ça, etc. Mais tu es dans on va dire, une approche qui est très... Alors, le fonctionnaire peut lui-même risquer tout son argent, c'est possible, hein, mais en l'occurrence, il reste sur quelque chose de très... L'entrepreneur, de son côté, lui, a quelque chose où il risque beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai vu des CGP, moi, qui m'ont conseillé en tant qu'entrepreneur, sur mon argent personnel, d'être beaucoup plus safe. Parce que je pense qu'un conseiller en gestion de patrimoine pourrait conseiller un fonctionnaire un peu allumé, certains fonctionnaires gagnent bien leur vie d'ailleurs, de prendre peut-être plus de prendre des risques sur la finance parce qu'en fait ils n'en prennent pas sur leur travail, donc c'est intéressant de voir les stratégies que tu peux avoir. Et après il y a des tempéraments dans le couple rendement-risque et les primes, etc. C'est que il y a des gens qui sont totalement risque averses, qui ne veulent pas prendre de risques du tout. Faut en être conscient.
mais il faut aussi être conscient de ce que tu viens de dire, c'est que sans prendre de risque, ça ne veut pas dire que tu dois gagner 0. C'est que là, tu es 3% par an en ce moment. Oui. C'est ce que tu dois gagner à minima sans prendre de risque. Oui, bien sûr. Mais la vraie question quand on est risque averse, c'est pourquoi on est risque averse. Pour moi, c'est juste un manque, c'est de l'ignorance financière. Pour moi, ce n'est qu'un sujet d'éducation financière. Moi, j'ai accompagné des gens qui voulaient absolument pas placer parce que pour eux, mais c'était basé, leur expérience n'était basée que sur des préjugés. Donc il faut redessiner ces préjugés, casser ces fausses croyances sur l'investissement, sur la bourse, et pour le coup aussi le rôle d'un CGP. Alors toi, moi, par les médias, etc., et par ce qu'on fait, on contribue à l'éducation financière en France, mais je me leurre pas que je vais pas tout seul ou même ensemble révolutionner l'éducation financière en France. On parle de 66 millions de personnes, et je pense que c'est un mouvement beaucoup plus global, et pour le coup, un CGP est un acteur de terrain. C'est vrai. Il peut vraiment aller sur son territoire, voir les gens, par recommandation, passer du temps, passer 1 heure avec l'individu pour lui expliquer ce qu'on est en train de se dire, aller détecter vraiment les croyances sous-jacentes qui sont en général pas nommées mais qui sont là, et c'est ça qu'il faut redéfinir pour leur permettre de passer à l'action. C'est clair. Et les risques, tu vois, il y en a partout, mais dans la bourse, en fait, tu peux les lisser sur des index, on en a parlé tout à l'heure. Dans l'immobilier, un peu pareil, que ce soit tu n'es pas obligé de faire de l'immobilier en direct, tu peux le faire via des SCPI, en empruntant potentiellement d'ailleurs. Et ça, des bons CGP peuvent t'accompagner là-dessus. Ouais, et puis le sujet de la diversification. Un CGP, il est là aussi pour dire, voilà ton profil de risque, déjà on va faire ce pas-là. Il y a vraiment des CGP qui prennent des primes de risque là-dessus, qui t'accompagnent et qui prennent sur la performance. Alors moi, personnellement, j'en ai pas encore rencontré. J'ai pas vu ça, mais ça doit exister. Oui, ça doit exister. Le tout étant de se dire, c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que je vais prendre un caride ou une surperformance. Est-ce que si je bats le marché, donc on se met d'accord par rapport à quel indice, je sais pas, le MSCI World, voilà, en fait il y a quand même un sujet de bien définir le cadre initial. C'est pas la performance, c'est la surperformance. C'est la surperformance, parce que pour qu'ils te fassent la même performance que les marchés, là je te dis investis dans un ETF MSCI World, tu feras 8% par an sur les 30 dernières années. L'ETF MSCI World, on en a parlé pas mal ici pour les habitués de la martingale, mais c'est un ETF, c'est un fonds indiciel, qui investit sur l'équivalent de 3000 ou 1600, je sais plus exactement. Un peu plus de 1500, pas loin de 1600 entreprises à travers le monde. Les plus grosses du monde, les plus grosses cotations dans 25 du monde. pays dits développés. Exactement, donc du coup on lisse complètement les risques. Pour donner une indication intéressante, j'avais fait alors moi je suis moi-même associé dans un fonds qui s'appelle OVNI.VC, donc un fonds d'investissement assez risqué, puisqu'on est dans la start-up très très early stage, très tôt. Donc d'amorçage. Donc ça, c'est des fonds risqués, mais en revanche, quand ça fonctionne très fort. Pour expliquer comment ça marche dans l'univers de l'investissement, j'avais fait aussi Jean-David Chamboredon sur mon podcast Génération It Yourself. On explique tout en détail. Généralement, là-dessus, on va quand même lever de 40 millions à 100 millions. D'ailleurs, on cherche encore notre dernier investisseur institutionnel sur OVNI. Donc, à contacter si vous êtes dans des grandes banques, l'équipe d'OVNI. On a là-dessus, on prend 2% de gestion annuelle, généralement, et on prend 20% du caride. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour gérer ces fonds-là, parce qu'il y a beaucoup de travail, de recherche, de compréhension des startups, on reçoit beaucoup de dossiers aussi, parce que si vous avez des dossiers, envoyez-les nous. Si vous voulez qu'on investisse chez vous sur OVNI, on va être le premier investisseur, généralement, très tôt dans la vie d'une boîte très tech. On va prendre 2% de frais de gestion. Et sur la performance, on prend 20%. Tu vois, donc quand tu me disais tout à l'heure 50 sur 15 ans, ça me semble complètement irréel. Et souvent, il y a ce que tu appelles un hurdle. Tu vois ce que c'est le hurdle ? Oui, c'est le taux, c'est le seuil. Ouais, exactement. Donc en fait, si par exemple, on a un fonds qui fait 100 millions, souvent on va avoir un hurdle qui va être à 110 ou à 120. Donc en dessous de 120 millions, on va rien prendre. On va pas prendre les 20% et au-dessus, on va les prendre. Seulement sur certains de ces fonds, les 20%, ça peut, tu vois, tu peux passer de 100 millions à 300 millions. Donc en effet, ça peut représenter très vite beaucoup d'argent. Mais c'est là où ça nous incite à être très fort, en fait, à prendre des risques, mais pas trop. Oui, ça aligne les intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs presque
vendus commerciaux, même si rien n'est jamais promis. Mais on va dire c'est un objectif standard. Et après, effectivement, la surperformance et le carry permet d'aligner les intérêts. Si je le mentionne ici, c'est pas pour faire la promo d'OVNI, même si je suis ravi de le faire aussi. C'est pour expliquer comment ça se passe dans des milieux très professionnels. Là, on n'est qu'avec des gens autour de la table qui sont des pros, qui comprennent tout et qui savent les risques qu'ils prennent, quoi. Et quel est l'univers d'investissement d'OVNI ? On est principalement sur la deep tech, medtech. Enfin, on est sur des univers très pointus, quoi. Tu vois. Français ? Beaucoup de Français, mais à vocation très internationale. Okay. En fait, on fait ce qu'on appelle des moonshots, mais l'objectif, c'est d'aller rentrer dans des boîtes qui valent quelques millions au début, 2, 3, 5, 10 maximum, et qui un jour en vaudront 1 milliard ou plus. Et donc, on est vraiment sur quelque chose comme ça, avec une équipe qui est extraordinaire. Et ça, voilà, en revanche, c'est vraiment un truc d'initié, quoi. Tu vois, les minimums d'investissement sont plutôt de 40-50 millions, 40-50 000, et on a jusqu'à des institutionnels qui, eux, investissent entre 5 et 10 millions. Assez parlé d'OVNI. Rendement des actifs sur 30 ans. Ça, c'est aussi une des choses qu'il faut comprendre. Dernier point qu'on aborde aujourd'hui. Dernier point, et pour le coup assez rapide, parce que très souvent, en fait, sur les non-initiés de l'investissement, quand on parle de rendement, il y a souvent la réflexion, quand je vais faire des simulations, ne serait-ce que sur mes feuilles volantes ou autres, quand je prends en simulation 8% par an de rendement sur les 30 dernières années. On va tout de suite me dire, les premiers commentaires que je vais avoir, c'est « Ouais, mais 8%, il faut les faire ». En fait, c'est comme si c'était utopique. Sauf que 8% par an, c'est le rendement des actions mondiales, donc ce fameux indice MSCI World, depuis 30 ans. Alors ça veut pas dire que ça fait 8% par an tous les ans. Enfin, ça fait 8% par an tous les ans de manière en moyenne annualisée. Mais il y a de la volatilité. Certaines années, ça va faire plus 30, d'autres, ça va faire moins 20. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cette performance passé qui ne présage jamais des performances futures. Comme ça, on met déjà le disclaimer et c'est important de le comprendre. Mais on a quand même un long historique qui nous permet de se dire quand même qu'aujourd'hui, le marché des actions est le marché le plus rémunérateur et qu'avec une bonne stratégie d'investissement, on peut être capable, sur le long terme et sur les 30 prochaines années, d'aller chercher un niveau de performance similaire. Le marché d'actions, c'est celui qui rémunère le plus. Je ne parle pas des marchés alternatifs comme les cryptos, parce qu'il n'y a pas autant... le Bitcoin, c'est né en 2009, même si on commence à avoir du recul et qu'on peut avoir de fortes convictions là-dessus. Je le rentre volontairement pas là-dedans, parce que oui, le Bitcoin a fait beaucoup plus sur les 15 dernières années, mais voilà, c'est encore des actifs où les institutionnels commencent à arriver, mais en tout cas, le marché action, on le connaît, ça existe depuis plus d'un siècle, et donc on est capable aujourd'hui d'être assez serein sur le... Enfin, serein, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas d'être confiant sur le fait de pouvoir générer du rendement à long terme simplement en s'exposant au marché action. J'ai vu des warnings d'ailleurs récemment, je crois que c'est Goldman Sachs qui disait qu'ils étaient moins sereins un peu sur l'avenir là-dessus, sur la performance par rapport à d'autres indices sur les fonds et peut-être d'ailleurs les marchés cotés d'ailleurs, parce que tu parlais du non coté tout à l'heure, qui commence, c'est le private equity, donc les startups font partie du private equity d'ailleurs, mais le non coté c'est aussi... tu vois du private equity sur des très gros... il y a plusieurs, il y a quatre grands domaines. Quand on parle de... il y a l'amorçage, il y a le développement, il y a aussi des choses qui se font, ce qu'on appelle en LBO, c'est des cessions d'entreprises, etc. Tout ça, ça rentre dans les entreprises qui sont non cotées en bourse. Il y a différents types d'opérations, différents types de fonds qui adressent différents secteurs. Et selon France Invest, si je ne me trompe pas, sur les 15 dernières années ou 10 dernières années, le private equity, c'est 12 ou 14% par an, en moyenne, versus 8% par an sur les actions cotées, bourse. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est moins accessible, mais comme c'est en train de devenir accessible, il va y avoir de plus en plus de monde, de plus en plus d'argent, peut-être de plus en plus de perfs. Intéressant. Avec un risque supplémentaire qui est celui de la liquidité quand même. Tout à fait. Alors il y a aussi des mouvements quand même, moi je le vois dans des entreprises digitales qui sortent des cotations et qui reviennent en private equity. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre d'ailleurs, c'est on dit private public. En anglais, le public là-dessus, c'est une entreprise cotée. Donc, when you go public, ça veut dire que tu pars, tu vas faire une introduction. Il y a un point que je voudrais rajouter aussi, qu'il faut bien comprendre, c'est l'effet de levier de l'emprunt. C'est-à-dire que le rendement, c'est bien, mais quand tu n'as pas d'argent à l'origine, oui, en effet, tu as l'effet des intérêts composés. Si vous ne comprenez pas ça, j'ai des épisodes sur la martingale aussi que vous retrouverez. On mettra le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais... emprunter très tôt sur quelque chose qui prend de la valeur, même si ça en prend peu d'ailleurs, mais qui s'autofinance,
c'est quand même une règle de base, quoi. Tu vois, moi, j'ai gagné pas mal d'argent en achetant des apparts, pour certains qui ont pris très peu de valeur, mais je m'en fous, en vrai, ils m'ont rien coûté. Tu vois, si tu payes que pendant 15 ans un truc qui te rapporte rien, qui te coûte rien par an, mais qui à la fin vaut 20 ou 30% de plus, bah... Ouais. L'effet levier du crédit, c'est effectivement quelque chose à intégrer très vite. Très vite. Acheter des actifs avec un passif, c'est quand même brillant. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que je peux emprunter, à quelles conditions. Bah, quand tu es entrepreneur, c'est pas toi que je vais l'apprendre, ça peut être compliqué d'emprunter. Mais si tu reprends l'exemple de ton fonctionnaire tout à l'heure, qui est parfait, c'est un fonctionnaire doit absolument s'endetter à la hauteur de ce qu'il peut faire pour faire de l'investissement locatif, effectivement. Et je rajoute 3 points. Déjà, pour revenir sur ce que je viens de dire, peu importe la performance que ça fait ou la valeur que ça prend, le secret de l'investissement dans l'immobilier, c'est quand même de très bien acheter. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Soyez des chiens de la casse sur l'achat, passez un peu de temps. Si vous achetez à moins 20%, c'est quand même très important. Deuxième chose, quand tu es entrepreneur, en travaillant bien, et moi je l'ai fait, tu peux avoir des emprunts quand même. Faut chercher beaucoup de banques, faut aller se faire accompagner, tu vas avoir des prêtos, tu vas en avoir plein d'autres. Mais il y a des gens qui t'aident à trouver des solutions. Tu peux avoir des garanties d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est important. Et le troisième, quand tu es entrepreneur aussi, tu as un truc secret que beaucoup trop d'entrepreneurs oublient, c'est d'acheter des bureaux. Et ça, moi, tu vois, encore une fois, là récemment, on se disait, nous faudrait des nouveaux studios, etc. Je disais à mes associés, il n'y a pas un monde où je vais dans un nouveau studio s'il ne m'appartient pas, en fait. Moi, ça fait 10 ans que j'achète des bureaux. Alors ça, c'est quelque chose... À la fin de ma vie, ça se trouve, j'aurais gagné... Tu toi-même. Oui. À la fin de ma vie, j'aurais probablement gagné plus d'argent sur mes bureaux que sur mes entreprises. C'est n'importe quoi quand tu le fais bien. Petit secret pour les entrepreneurs, en tout cas. Petit message au CGP qui nous écoute. En tout cas, moi, je voudrais vous dire que j'espère que cet épisode vous plaît, que vous êtes à peu près d'accord. Envoyez-nous des messages sur le Discord, puis à Guillaume et puis à moi, un peu partout sur les réseaux sociaux. Mettez des commentaires sur LinkedIn ou à droite à gauche. Et puis, voilà, pour nous dire ce qu'on a oublié. Avant de boucler tout ça, ah oui, et contactez mes amis de WeVest aussi. Ça, c'est un petit message promo, mais d'une boîte avec qui je voudrais bosser bientôt, qui propose du crowdfunding immobilier et qui est hyper cool et qui bosse avec des CGP et qui leur permet aussi de distribuer tout ça. Et ils ont des rendements hallucinant. Alors toujours pareil, hein, there's no free lunch, rendement hallucinant, risque potentiellement corrélé, mais j'aimerais bien avoir les avis des CGP qui m'entourent sur WeVest. À quoi on reconnaît un bon CGP pour finir tout ça, Guillaume? Je vais te faire une réponse de Normand, mais... Non. Non, mais à son éthique. Et en réalité, pour moi, un CGP, ça reste de la relation humaine, en fait. Si on fait appel à un CGP, c'est parce qu'il est en face de moi, qui va me raconter des choses qui vont me résonner, et qu'en réalité, je dirais que c'est presque plus un ressenti. Alors bien sûr, il y a les compétences, mais ça, on le voit assez rapidement. Mais la réalité, c'est comment se passe la relation. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que j'ai l'impression en face d'avoir quelqu'un qui vraiment veut aligner ses intérêts aux miens, vraiment veut m'aider sur le long terme, vraiment veut m'accompagner? Et ça, en 1 ou 2 rendez-vous, ça se perçoit. Ça se perçoit. Moi, aujourd'hui, je suis très sensible à ça. Et pour moi, je dirais que c'est ça. Comment on reconnaît un bon CGP? C'est à quelqu'un qui va être là, présent, qui a une éthique, qui transpire ça et qui a envie de t'accompagner sur le long terme. Ok. Est-ce qu'il y a une question à toujours poser à son CGP Oui, je dirais qu'il y a une question à toujours poser à son CGP. Je reviendrai presque au début. C'est dans quelle case tu te situes. Ça me permet déjà... Si j'ai compris tout ça, ça me permet déjà de savoir à qui j'ai affaire et ensuite de poser les vraies questions. Est-ce que tu es CGP? Est-ce que tu es CGPI? Est-ce que tu es CGPI au conseil indépendant? Ou est-ce que tu es CGPI au conseil non indépendant? Est-ce que tu peux me proposer quelque chose? Parce qu'il y a il y en a qui sont mixtes, hein. Il y en a qui font du conseil. Il y en a par exemple qui vont faire un diagnostic patrimonial purement indépendant, qui vont facturer des honoraires, etc. Ils sont vraiment dans une lettre de mission purement indépendant, conseil indépendant. À la fin, il va y avoir les préconisations et le CGP va dire voilà, vous pouvez les mettre en place ça de votre côté directement, je vous ai tout expliqué. Ou est-ce que vous voulez que je le fasse pour vous? Et là, il rebascule sur du conseil non indépendant. Moi, je pense que c'est pas mal de potentiellement payer le début pour voir si on est d'accord. Et tu vois, le truc gratuit du début, ça t'engage trop, en fait, quoi. Ouais, il y a une réciprocité qui se dessine, effectivement. Et... ouais, je pense que ce qui est intéressant aussi dans les questions, moi, ce que je ferais, tu vois, j'avais... moi, un truc qui m'a fait ne pas bosser avec un CGP par le passé, c'est que
j'ai toujours eu ma petite maillon faible, ma petite corde sensible pour l'immobilier. Et puis, il me proposait, à l'époque, c'était un Robien, donc l'équivalent d'un Pinel maintenant. Et il me proposait, j'avais raconté cette histoire 1000 fois sur la Martingale, mais il me proposait un premier étage. Bon, j'aime pas trop les premiers étages, mais bon, à la limite, tu te dis s'il est bien placé, etc. Puis en fait, il était sur court. Et puis, après, je me rends compte qu'il y avait un mur à 1,50 m ou 2 mètres devant le truc. Donc, et je lui dis, mais c'est sombre, ces trucs, ça vaut rien. Un truc comme ça vaut rien. Il me dit, mais non, mais tu t'en fous, c'est un placement financier. Je dis, mais le sous-jacent est pourri. Le placement financier, ok. Mais et après, j'avais insisté. Celui-là, j'aurais peut-être dû le prendre, mais il se trouve que j'ai pris autre chose dans Paris qui m'a rapporté beaucoup plus. Mais je lui ai dit, moi, en fait, tant qu'à faire, je veux un truc avec un balcon, machin. Il m'avait trouvé un truc en région bordelaise, balcon, terrasse, piscine, parking. Là, c'était super, le projet était super. Là, ça te fait rêver. Mais en fait, moi, je pense que le sous-jacent, quand tu connais un peu l'immobilier, savoir que tu achètes un appart qui est bien, tu vois le nombre de personnes qui se sont fait coller avec des Robiens et des... oui, dans des banlieues ou dans des zones peu tendues. Qui sont pas loués, en fait, parce qu'ils sont pourris, sûr. En fait. Et toi, tu te retrouves avec un produit pourri. Ouais. Guillaume, est-ce que tu as une petite martingale à toi ? Ouais, ma martingale à moi, ça va être, je vais vraiment prêcher pour ma paroisse, mais pour le coup, c'est l'éducation. En fait, aujourd'hui, moi, je suis un peu en combat contre l'ignorance financière. C'est un peu ma mission. Et je pense qu'on règle beaucoup de sujets par une éducation financière de base. Pas nécessairement besoin de tout connaître, de tout comprendre, mais comprendre les mécanismes de l'argent, comprendre en fait ce que fait un CGP, comment il peut m'accompagner, mais vraiment avoir une base qui permette d'avoir une discussion qui soit saine et qui me permet de prendre des décisions en âme et conscience et de faire des choix éclairés. C'est ce que tu fais avec Weezify. C'est ce que je fais avec Weezify, à la fois sur les réseaux, ça c'est ce qu'on voit, et avec les entreprises qu'on travaille, notamment des grandes banques ou des CGP également. Donc, et on peut le faire quand même en particulier. Je peux utiliser Weezify en étant juste... Aujourd'hui, on n'a pas d'offre pour les particuliers. Aujourd'hui, on est en train d'y réfléchir et d'en développer. Aujourd'hui, on va dire pour les particuliers, j'ai une newsletter où il y a 37 000 personnes qui chaque semaine, enfin une fois toutes les 2 semaines, s'éduquent financièrement sur plusieurs sujets. Et sinon, c'est essentiellement sur LinkedIn. Ok, donc ça c'est weezify.fr, Weezify, Y à la fin avec en tout cas. Voilà, les feuilles volantes, on te suit sur LinkedIn. Principalement, Guillaume Simonin, merci, c'était très clair, très transparent. Et ouais, il va falloir qu'un jour je me remette à bosser avec un CGP quand même. J'en ai un pour toi, si tu veux, on en parle après. Qui c'est ? Vas-y, dis-moi. C'est Christophe Faglin de Tout en Finance. Ok, très bien. Moi, j'aime bien qu'on ait des recommandations comme ça. Christophe, on t'embrasse. Et puis, vous tous, on vous remercie. J'espère que cet épisode vous a plu. Ah, tiens, j'ai une dernière question quand même. Parce que il y a des gens qui nous écoutent, peut-être qui nous écoutent plus parce qu'ils se sont dit ça ne me concerne pas, mais qui ont un CGP depuis longtemps. Il y a des moments où ça marche plus avec un CGP. Il y a des moments où ça marche plus, libre à nous de partir et d'aller. Et c'est facile de partir ? Alors, c'est facile de partir. Ce qui n'est pas facile, c'est de transférer les contrats. Ouais. Une assurance vie n'est pas transférable. Donc, mon ancien CGP gardera toujours, ou alors il faut que je... Alors il faut clôturer l'assurance vie pour en ouvrir une autre, perdre l'antériorité fiscale, sortir, payer ses plus-values, payer l'impôt sur ses plus-values, voilà. Et ensuite ouvrir un autre contrat. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est le nouveau CGP qui doit se charger de ça, j'imagine. Qui doit se charger de ça et de voir l'intérêt de faire ça. Très souvent, en fait, on laisse le contrat, à moins que si vraiment il est plus du tout suivi, et on ouvre un nouveau contrat, parce qu'on peut ouvrir plein de contrats. Quand je parle d'assurance vie, après sur d'autres, un PEA c'est transférable, un PER c'est transférable, mais en tout cas l'assurance vie, là où il y a beaucoup d'encours, ça n'est pas transférable. Ok. Guillaume Simonin, on te suit sur LinkedIn. Merci pour tout ça, cette clarté. Et puis merci à vous tous. À la semaine prochaine sur la Martingale. Je vous embrasse. Bisous. Salut.